Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans deux urgences médicales assez redoutables liées au diabète. L'acidocétose diabétique, ou ACD, et l'état hyperglycémique hyperosmolaire, le HH. Oui, deux situations qui demandent une réaction très rapide. Exactement. Et ce qui est frappant, et on va y revenir, c'est que parfois, un taux de potassium dans le sang qui a l'air normal, il peut cacher un manque dangereux. Tout à fait. Ou alors, donner de l'insuline, ce qui semble logique pour le diabète, peut être problématique si c'est fait trop tôt. C'est ça. Alors pour décortiquer tout ça, on s'appuie sur un chapitre médical de référence, le chapitre 40, qui détaille les mécanismes, le diagnostic, le traitement. Notre but, c'est de bien comprendre ce qui différencie l'ACD de l'EHH. Oui, comment les reconnaître vite et surtout quels sont les gestes essentiels pour la prise en charge. Absolument. Et c'est une distinction vraiment cruciale. Parce que même si ça part du même problème, trop de sucre, pas assez d'insuline, les mécanismes sont différents. Et donc les traitements aussi. Voilà. Comprendre ça, c'est la clé pour bien agir et éviter les erreurs. Le chapitre nous guide bien là-dessus avec des cas concrets. Parfait. Alors commençons par la base, ce qui est commun aux deux. D'accord. Le point de départ, c'est donc un manque d'insuline. Soit il n'y en a quasiment plus, carence absolue, on voit ça dans le diabète de type 1 parfois au début. Oui. Soit il y en a, mais pas assez, ou elle marche mal, carence relative, plutôt dans le type 2. Et dans les deux cas, le sucre s'accumule dans le sang, c'est l'hyperglycémie. C'est exactement ça. Et là, ça déclenche toute une cascade. Le corps stresse, il libère des hormones de contre-régulation, cortisol, adrénaline, glucagon. Qui font encore monter le sucre. Oui, ironiquement, oui. Et puis, ce sucre devient tellement élevé que les reins sont dépassés. Ils n'arrivent plus à le retenir. Du coup, il passe dans les urines. Voilà. Et là, il agit comme une éponge. Il tire avec lui l'eau, mais aussi des sels minéraux importants. Le sodium, le potassium. Ah oui. Ça s'appelle la diurèse osmotique. C'est une perte énorme de liquide et d'électrolytes. Et ça déshydrate. Ça déshydrate d'abord l'espace autour des cellules, le secteur extracellulaire. Si c'est important, le volume de sang diminue, la tension baisse. Les reins souffrent aussi, j'imagine. Oui, moins bien perfusés, ils fonctionnent moins bien, ils éliminent moins bien le sucre. Donc ça aggrave encore l'hyperglycémie. C'est un vrai cercle vicieux. Ok. Et l'état d'hydratation des cellules elles-mêmes, ça va dépendre de si la personne arrive à boire pour compenser un peu. D'accord. Donc une base commune. Hyperglycémie, déshydratation, manque d'insuline. Mais après, ça se sépare. Parlons de l'acidocétose, l'ACT. Qu'est-ce qui se passe de spécifique? Alors, dans l'ACD, le manque d'insuline est très très sévère, quasiment absolu. Et sans insuline pour freiner, une autre voie s'emballe, la lipolyse. La dégradation des graisses. C'est ça. Normalement, c'est pour faire de l'énergie, mais là, c'est trop. Ça produit énormément de déchets acides, les corps cétoniques. Acide, donc ça rend le sang acide. Exactement. Acide acétoacétique, acide bêta-hydroxybutyrique, ils s'accumulent et le pH du sang chute. C'est l'acidose métabolique. Et on voit ça dans les analyses. Oui, on calcule ce qu'on appelle le trop anionique. C'est un calcul qui montre ce déséquilibre électrique dû à ces acides qu'on ne mesure pas directement. S'il est élevé, c'est très évocateur de l'ACD. Et si les reins fonctionnent mal à cause de la déshydratation? Ça aggrave tout, parce qu'ils n'arrivent plus à éliminer ces acides. D'accord. Et qui est touché principalement? Le diabète de type 1. Oui, c'est le cas classique, surtout au moment du diagnostic du type 1. Mais attention, les sourds disent qu'environ 20% des ACD, c'est chez des diabétiques de type 2 ou d'autres types de diabète. Ah oui, quand même. Souvent, il y a un déclencheur, une infection urinaire, pulmonaire, peu importe, ou l'arrêt de l'insuline, ou un gros stress, une chirurgie, un infarctus, et l'ACD, ça s'installe assez vite, en quelques heures ou jours. Et vous parliez d'un piège avec le potassium. Oui, alors ça, c'est vraiment fondamental, et contre-intuitif. Au début, quand on fait la prise de sang, le potassium dans le sang, la kaliémie, peut être normal, voire même élevé. Ah bon? Pourquoi? C'est l'acidité qui fait sortir le potassium des cellules vers le sang. Mais c'est une illusion. Une illusion. Oui, parce qu'en même temps, à cause de la fuite dans les urines, la diurèse osmotique, le stock total de potassium dans tout le corps, lui, il est toujours très bas. Dangereusement bas. D'accord, je vois. Et si on ne comprend pas ça, on risque gros. Parce que l'insuline qu'on va donner ensuite... Elle va faire rentrer le potassium dans les cellules. Exactement. Et si on n'a pas anticipé, la kaliémie peut chuter brutalement. Ça peut être fatal. C'est un point essentiel, en effet. Passons à l'autre tableau,
l'état hyperglycémique hyperosmolaire, le EHA. Quelle est la différence majeure avec l'ACT? La grosse différence, c'est le degré du manque d'insuline. Dans le EHA, c'est plutôt relatif. Il en reste un petit peu, ou alors il y a une grosse résistance à son action. Mais ce petit peu suffit à quelque chose. Oui, il suffit généralement à empêcher l'embâillement de la dégradation des graisses, la lipolyse. Donc, pas ou très peu de corps cétonique. Et donc, pas d'acidose significative. Voilà, c'est ça la clé. Pas d'acidose majeure dans le HAH. Alors, c'est quoi le problème principal dans l'EHAH? C'est l'hyperglycémie qui peut être extrême et surtout la déshydratation massive qui en découle. La fuite d'eau et de sel par les urines est énorme, parfois même plus qu'en ACD, car le sucre peut monter très très haut. Mais qu'est-ce qui aggrave ça? Le fait de ne pas pouvoir compenser en buvant. C'est souvent le cas des personnes âgées, elles ont moins soif ou des difficultés pour boire, pour accéder à l'eau. Et cette déshydratation non compensée, elle fait quoi? Elle entraîne une déshydratation globale très sévère, le sang devient hyper concentré, presque sirupeux. C'est ça, l'hyperosmolarité. On la mesure comment? R2HAH. Et c'est cette concentration extrême, cette déshydratation des cellules du cerveau qui explique les signes neurologiques. Ah oui, qui sont fréquents dans le HAH. Très fréquents et souvent graves, oui. Et le profil type pour le HAH? Plutôt des diabétiques de type 2, souvent plus âgés. Parfois, ils ne savaient même pas qu'ils étaient diabétiques. Et ça s'installe beaucoup plus lentement que l'ACD, sur plusieurs jours, une semaine, voire plus. C'est fou de voir comment. Oui, comme le disent les sources, la simple capacité à boire, l'accès à l'eau, ça peut orienter vers une ACD ou un HAH. À partir d'une hyperglycémie, bien compris la différence. ACD égale acidose, manque quasi total d'insuline, et HA égale déshydratation et osmolarité extrême, manque relatif d'insuline et problème d'hydratation. Bon, comment on les repère? Les signes cliniques. Alors, il y a des signes communs liés à la déshydratation extracellulaire. La soif, bien sûr, la fatigue, bouche sèche, perte de poids. Et si c'est plus grave? On peut avoir le cœur qui bat vite, tachycardie, la tension basse, voire des signes de choc avec la peau marbrée, des signes digestifs aussi, nausées, vomissements, mal au ventre. Ok. Mais attention, évaluer la déshydratation dans les cellules juste en examinant le patient, c'est très difficile. Les signes classiques sont pas très fiables pour ça. C'est vraiment le calcul de l'osmolarité qui nous renseigne le mieux là-dessus. D'accord. Et les signes plus spécifiques pour l'ACD? Pour l'acétone, il y a cette fameuse respiration de Kussmaul. C'est une respiration très ample, profonde, pas forcément rapide, mais on voit bien que la personne tire sur l'air. C'est le corps qui essaie d'éliminer l'acide. C'est ça, sous forme de CO2 par les poumons. Dans le cas de la jeune femme de 19 ans des sources, c'était un signe clé. Et puis, il y a l'haleine qui peut sentir l'acétone, un peu comme du dissolvant. Et pour l'EHAH, les signes neurologiques donc? Oui, c'est vraiment au premier plan. Ça peut aller de la simple confusion à la léthargie, l'obnubilation, jusqu'au coma, parfois des convulsions ou des signes qui font penser à un AVC. Et le risque d'AVC est réel d'ailleurs. Oui, il est majoré, surtout chez les sujets âgés, diabétiques de longue date. Et dans tous les cas, il faut se poser une question cruciale. Toujours. Qu'est-ce qui a déclenché ça? C'est fondamental parce qu'il faudra traiter la cause aussi. On cherche une infection, fièvre, toux, brûlure en urinant. Autre chose. Oui, un autre stress. Infarctus, pancréatite, la prise de certains médicaments comme les corticoïdes. Et très souvent, un problème avec le traitement. L'insuline arrêtée ou mal adaptée. Ok. On suspecte l'une ou l'autre condition. Quels examens on fait en urgence pour confirmer? Les bases. La glycémie, au doigt aux prises de sang, puis un ionogramme sanguin complet, sodium, potassium, chlore, bicarbonate, et la glycémie veineuse confirmée. Pour faire les calculs importants? Exactement. L'osmolarité plasmatique efficace et le trop anionique. Ensuite, il faut mesurer les corps cétoniques. L'idéal, c'est dans le sang, la cétonémie. Si c'est supérieur à 3 millimoles par litre, ça signe l'ACD. Et si on n'a que les bandelettes urinaires? C'est moins bien, mais une positivité forte, genre plus ou plus, ça oriente. Mais bon, c'est moins précis, quoi. Et les gaz du sang? Oui, et en général, des gaz veineux suffisent. On regarde le pH et les bicarbonates. Si pH 7,30 ou les bicarbonates 15 mmol/litre, c'est l'acidose de l'ACD. Pas besoin de piquer dans l'artère, sauf cas particulier. Rappelons juste les calculs. L'osmolarité efficace, c'est simple. 2 fois la natrémie plus la glycémie. Tout en millimol/litre. Si c'est 320, on est vers le HA.
Et le trou anionique? C'est natrémie, chlorémie plus bicarbonatémie. Normalement, c'est entre 8 et 16. Si c'est au-dessus, c'est augmenté, typique de l'ACD. Ok. Et pour voir la gravité et chercher la cause? L'ECG, l'électrocardiogramme, tout de suite, avant même d'avoir le résultat du potassium sanguin, pour chercher des signes de danger liés au potassium, surtout l'hyperkaliémie initiale qui peut tromper. On regarde la fonction des reins avec la créatininémie, l'urée, on dose les lactates si le patient semble en choc, et bien sûr, on cherche la cause. Bilan d'infection, sang, urine, radio des poumons, selon ce qu'on suspecte. Et le test de grossesse chez une femme en âge d'avoir des enfants. Bon, le diagnostic est posé. Urgence vitale. Comment on prend en charge? Il y a un ordre précis, c'est ça? Absolument. C'est très protocolisé, souvent en soins intensifs ou réa. D'abord, la mise en condition. Scope, tension, oxygène et surtout 1 ou 2 bons cathéters veineux. Et ensuite, la priorité absolue. Numéro 1. Corriger l'hypovolémie. Le manque de volume. Il faut remplir. On utilise du sérum salé à 0,9% et on y va fort, souvent 1 litre la première heure. Si le patient est en choc, encore plus vite. Même dans l'EHA où le sang est concentré? Oui, même là. Parce que ce sérum salé, 0,9%, par rapport au sang très concentré du patient, il est en fait hypotonique. Donc il remplit les vaisseaux et il aide à diluer le sang progressivement. D'accord, donc les fluides, le remplissage d'abord, puis le potassium. Exactement. Étape 2, mais à penser dès le début. Le potassium, on l'a dit, stock total bas, même si la kaliémie initiale est normale ou haute. Et l'insuline va aggraver ça. Donc la règle? La règle d'or, on ne commence pas l'insuline si la kaliémie est basse vers 3,3 mmol par litre ou moins, ou si on ne la connaît pas. L'ECG donne une idée. Sauf si on a une hyperkalémie prouvée et menaçante au début, il faut ajouter du potassium dans les perfusions assez vite, souvent dès le 2e litre de remplissage. Fluide, puis gestion du potassium, et seulement après, l'insuline. L'insuline vient en 3e. Une fois qu'on a commencé à remplir et que le potassium est sûr, on la met en continu par voie veineuse à la seringue électrique. Dose classique, 0,01 unité par kilo et par heure. Pas de bolus au début. Et l'objectif de cette insuline, il est un peu différent entre ACD et EH, j'ai cru comprendre. Tout à fait. Dans l'ACD, le but principal, c'est d'arrêter la fabrication des cétones et donc de corriger l'acidose. Il faut maintenir l'insuline pour ça, même si le sucre baisse. Ah oui. Oui. Quand la glycémie descend vers 12-14 mmol, on ajoute du sérum glucosé, G5 ou G10% pour pas faire d'hypoglycémie. Mais on continue l'insuline jusqu'à ce que l'acidocétose soit finie, cétone basse, pH normal. Et dans le EHH? Dans les EEEH, comme il n'y a pas d'acidose, l'insuline sert surtout à faire baisser le sucre pour arrêter la fuite d'eau urinaire. Mais c'est la réhydratation qui est vraiment l'élément majeur. Le début d'insuline est souvent plus bas, on l'adapte plus à la glycémie directement. C'est plus clair. Et bien sûr, traiter la cause. Oui, en parallèle, on traite le déclencheur, les antibiotiques si c'est une infection, etc. Les sources montrent bien ça avec le cas comparatif tic-tac. Retarder le remplissage pour un scanner non urgent, oublier le potassium. C'est une erreur classique. Oui, la bonne approche c'est vraiment hémodynamique, correction métabolique dans le bon ordre. Fluide, potassium, insuline. Ok. Si on devait synthétiser les points vraiment clés à retenir. Alors, 1, l'ACD c'est pas que le type 1, ça peut être le type 2 aussi. 2, priorité absolue au remplissage avec du sérum salé 0,9%. Ensuite le potassium. 3, attention au potassium. Kaliémie basse, pas d'insuline tout de suite. Et il faut en donner précocement, sauf si elle est très haute au début. Et l'insuline dans la CTKA. 4. Dans la CTKA, on continue l'insuline jusqu'à la fin de la cétose, même s'il faut ajouter du sucre. Et 5. Toujours chercher et traiter le facteur déclenchant. La séquence fluide, potassium, insuline, cause, trigger. Voilà, une exploration dense, mais je pense essentielle de ces deux urgences. On voit bien les différences et l'importance de cette prise en charge très structurée. Oui, et pour finir, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, au-delà de l'urgence immédiate. Ah oui. Tous ces événements, souvent graves, ils soulignent l'importance énorme de l'éducation thérapeutique pour les personnes diabétiques. C'est-à-dire ? Savoir reconnaître les premiers signes, savoir quoi faire quand on est malade, les fameuses sick day rules, comprendre pourquoi il ne faut jamais arrêter son insuline comme ça. Est-ce que si on renforçait
cette éducation, cette capacité des patients à gérer, on ne pourrait pas éviter une partie de ces décompensations? C'est une vraie question, je crois. C'est une excellente question pour terminer cette analyse. Merci de nous avoir suivis.